La vidéo que vous vous apprêtez à regarder est un résumé des célèbres 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Ce résumé ne vise pas à vous encourager à manipuler ou à adopter des comportements malveillants. Il a pour but de vous offrir une compréhension plus profonde des dynamiques de pouvoir, de vous aider à identifier les manipulations potentielles et à vous prémunir contre les pièges que l'on peut rencontrer dans les interactions humaines. Ce contenu est présenté à titre éducatif et il est essentiel de l'utiliser avec discernement et éthique. Ce n'est pas une incitation à nuire, mais une invitation à mieux comprendre les subtilités de la psychologie humaine et des jeux de pouvoir qui en découlent. Je vous donne le contenu, mais je ne suis nullement responsable de l'usage que vous en faites. Cela dit, voici les 48 lois du pouvoir, première partie. Loi numéro 1, ne surpassez jamais le maître. Pour avancer dans l'échelle du pouvoir, il est crucial de laisser ceux au-dessus de vous se sentir supérieurs. Il ne s'agit pas seulement de montrer vos talents, mais de savoir quand et comment les montrer. Prenons l'exemple de Nicolas Fouquet, ministre des Finances sous Louis XIV. En organisant une fête somptueuse pour impressionner le roi, il pensait gagner ses faveurs. Mais au lieu de cela, il a attisé la jalousie de Louis, qui l'a vu comme une menace et l'a fait emprisonner pour le reste de sa vie. Fouquet avait commis l'erreur de chercher à éclipser le roi, ce qui a scellé son destin. Avec vos supérieurs, veillez à ne pas les surpasser. Faites-leur croire qu'ils sont les plus brillants, même si vous savez que ce n'est pas toujours le cas. Attribuez-leur vos idées et faites en sorte qu'ils se sentent valorisés. Si votre maître est faible, préparez-vous à le surpasser discrètement le moment venu. Si, au contraire, il est solidement ancré, attendez patiemment. Loi numéro 2. Ne faites jamais trop confiance à vos amis. Apprenez à utiliser vos ennemis. La confiance envers les amis peut être risquée. Michel III, empereur byzantin, en a fait l'amère expérience. Il a élevé son ami Basilius au pouvoir en ignorant les conseils de prudence. Basilius, avide de pouvoir, a fini par trahir Michel, le faire assassiner et prendre sa place. Cet ami, en qui Michel avait une confiance aveugle, est devenu son plus grand ennemi. Méfiez-vous des amis qui peuvent devenir envieux. Parfois, il vaut mieux transformer un ennemi en allié, car celui-ci, ayant tout à prouver, sera plus loyal qu'un ami. L'empereur Sung de Chine l'avait bien compris. En convertissant ses ennemis en alliés, il a renforcé son pouvoir et évité des trahisons potentielles. Loi numéro 3, dissimulez vos intentions. Pour obtenir et conserver le pouvoir, il est essentiel de garder les gens autour de vous dans l'ignorance. Ne révélez jamais le but réel de vos actions. En utilisant des leurres et des faux fuyants, vous pouvez les induire en erreur, les maintenir en déséquilibre et les empêcher de deviner vos véritables intentions. Prenons l'exemple de Ninon de L'Enclos, célèbre pour son art de la séduction. Elle a enseigné au marquis de Sévigné qu'il devait rester imprévisible pour gagner le cœur de la comtesse. Mais le marquis, emporté par ses sentiments, a révélé trop tôt son amour. En brisant le mystère, il a ruiné ses chances. Ninon savait que la séduction, tout comme la stratégie, repose sur la suggestion et le mystère. En dévoilant vos intentions trop tôt, vous perdez l'avantage. La dissimulation des intentions est un art que la plupart des gens ne maîtrisent pas. Beaucoup révèlent facilement leurs sentiments, leurs projets et même leurs faiblesses. Pour atteindre le pouvoir, il est crucial de rester mystérieux. Utilisez des leurres pour détourner l'attention, parler de désirs ou de projets secondaires pour masquer vos véritables objectifs. Un autre exemple frappant est celui de Haïlé Sélassie, qui a invité son rival Dejazmach Balcha à un banquet. Pendant que Balcha se sentait en sécurité, Sélassie a discrètement désarmé son armée, forçant ainsi son rival à se rendre sans qu'une bataille ne soit nécessaire. En créant un écran de fumée, Sélassie a masqué ses intentions et a neutralisé son adversaire sans effusion de sang. Il est parfois utile d'utiliser la banalité comme écran de fumée. Adoptez une façade fade et discrète pour dissimuler vos actions. Les gestes nobles et prévisibles peuvent également servir de couverture car ils sont moins susceptibles de susciter des soupçons. Une fois que vous avez instauré une routine, un schéma prévisible, changez brusquement de stratégie pour prendre vos adversaires par surprise.
Cependant, si vous avez déjà une réputation de trompeur, dissimuler vos intentions devient plus complexe. Dans ce cas, il peut être utile de jouer le rôle du repenti ou de reconnaître ouvertement vos tromperies passées pour désarmer la méfiance. Les gestes spectaculaires peuvent également détourner l'attention, mais doivent être utilisés avec précaution pour éviter d'attirer trop de suspicions à long terme. Loi numéro 4, toujours en dire moins que nécessaire. Dans un monde où les mots peuvent être des armes, il est crucial d'apprendre à en user avec parcimonie. Parler peu, c'est garder le contrôle. Les personnes puissantes savent que les déclarations vagues et mystérieuses impressionnent davantage que des discours longs et détaillés. Coriolanus, un héros militaire romain, a perdu son pouvoir parce qu'il parlait trop, insultant ses soutiens et révélant ses insécurités. En revanche, Louis XIV, le roi Soleil, était connu pour son silence calculé, qui créait autour de lui une aura de mystère et de puissance. Parler moins donne l'impression de maîtrise et de profondeur. Les silences que vous laissez sont souvent remplis par les interprétations des autres, qui peuvent être plus flatteuses ou intrigantes que ce que vous auriez dit. Par ailleurs, rester silencieux vous évite de dire quelque chose de regrettable. Cependant, il est important de noter que le silence peut aussi susciter la méfiance. Dans certains cas, parler un peu plus peut désarmer et détourner l'attention, mais seulement si c'est fait avec stratégie. Loi numéro 5. Protégez votre réputation au péril de votre vie. La réputation est l'un des piliers du pouvoir. Une réputation solide vous précède et influence la manière dont les autres vous perçoivent et vous traitent. Zhuge Liang, un général chinois légendaire, a réussi à faire battre en retraite une armée ennemie sans combattre, simplement grâce à sa réputation. Son nom seul inspirait tant de crainte et de respect que ses adversaires n'ont pas osé l'affronter. Prenons également l'exemple de P.T. Barnum, qui a ruiné la réputation de son rival, le Peale's Museum, par des campagnes de diffamation et des spectacles ridiculisant leurs attractions. En faisant cela, il a pris le contrôle du marché du divertissement. Une réputation bien construite est un bouclier puissant qui peut vous doubler en force. Mais si elle s'effondre, vous devenez vulnérable. Il est bon de surveiller constamment la façon dont vous êtes perçu. Loi numéro 6. Attirer l'attention à tout prix. Dans le jeu du pouvoir, il ne suffit pas d'être talentueux ou intelligent, il faut aussi être visible. L'apparence et l'attention que vous générez comptent souvent plus que vos actions réelles. P.T. Barnum en était maître, utilisant des tactiques scandaleuses pour attirer les foules. Il savait que le mystère et la controverse étaient des outils puissants pour captiver l'attention. Thomas Edison, par exemple, a utilisé des démonstrations spectaculaires pour surpasser son rival Nikola Tesla et capter l'imagination du public. Le mystère est un aimant naturel. En cultivant une aura d'énigme autour de vos actions, vous attirez les gens qui cherchent à percer votre secret. Mais il faut savoir équilibrer cette attention. Une visibilité excessive ou mal gérée peut aussi se retourner contre vous. Savoir quand se mettre en lumière et quand se retirer dans l'ombre est une compétence clé. Attirer l'attention est une arme à double tranchant, mais bien utilisée, elle peut vous propulser au sommet. Loi numéro 7. Faites venir les autres à vous. Utilisez un appât si nécessaire. Dans le jeu du pouvoir, il est souvent plus efficace de faire venir les autres à vous que de vous précipiter vers eux. Lorsque vous attirez vos adversaires dans votre domaine, vous contrôlez la situation, vous gardez l'avantage. Cela vous permet de dicter les règles du jeu et de les forcer à abandonner leur stratégie pour adopter les vôtres. Prenons l'exemple du Congrès de Vienne. Alors que Napoléon s'évade de l'île d'Elbe et marche sur Paris avec une petite armée, il ne se doute pas qu'il marche en réalité vers sa défaite, orchestrée par le diplomate Talleyrand. Ce dernier connaissait bien le désir de gloire de Napoléon et l'a utilisé pour lui tendre un piège, qui s'est soldé par la défaite de Napoléon à Waterloo et son exil définitif à Sainte-Hélène. En comprenant les faiblesses et les désirs de votre adversaire, vous pouvez créer des pièges irrésistibles. Pour contrôler les autres, faites en sorte qu'ils réagissent selon vos conditions. Utilisez leurs émotions contre eux, incitez-les à venir à vous en posant des appâts alléchants mais trompeurs. Cela vous permet d'économiser votre énergie et de les pousser à l'erreur.
Loi numéro 8. Gagnez par vos actions, jamais par des arguments. Les victoires obtenues par des arguments sont souvent éphémères, suscitant plus de ressentiment que de véritables bénéfices. Pour amener les autres à être d'accord avec vous, il est bien plus puissant de démontrer par vos actions que de débattre. Un vizir loyal, accusé à tort de trahison, a brillamment illustré cela. Condamné à être jeté aux chiens, il demande 10 jours pour régler ses affaires. Pendant ce temps, il apprivoise les chiens du sultan en les nourrissant. Lorsqu'il est finalement jeté aux chiens, ces derniers refusent de l'attaquer, impressionnant ainsi le sultan qui réalise son erreur et gracie le vizir. Ici, aucune argumentation n'aurait eu l'effet de cette démonstration puissante. L'argumentation verbale peut souvent engendrer du ressentiment, car elle met au défi les croyances ou l'ego des autres. En revanche, des actions démonstratives laissent peu de place à la contestation. Michel-Ange, par exemple, a évité une dispute inutile en feignant de sculpter le nez de son David lorsque le maire Soderini l'a critiqué, tout en n'apportant aucun changement réel. Le maire, satisfait, croyait que le nez avait été corrigé. Loi numéro 9. Évitez les personnes malheureuses et malchanceuses. Les états émotionnels et les destins des autres sont contagieux. Fréquenter les malheureux et les malchanceux peut rapidement vous entraîner dans leur chute. L'histoire de Lola Montez, une courtisane célèbre pour sa beauté et son charisme, est un exemple frappant de cette loi. Partout où elle allait, elle apportait la ruine à ceux qui s'attachaient à elle. Sa relation tumultueuse avec Alexandre Dujarrier, propriétaire d'un journal influent, l'a menée à sa mort. Ses aventures amoureuses avec le roi Louis Ier de Bavière ont également provoqué son abdication. Lola Montez incarnait le danger de s'entourer de personnes instables et destructrices. Pour éviter d'être entraîné dans le malheur des autres, il est crucial d'évaluer les gens non pas par leurs intentions, mais par les effets qu'ils ont sur le monde. Entourez-vous de personnes positives, couronnées de succès et stables, car leurs qualités finiront par vous influencer de manière positive. Loi numéro 10. Apprenez à rendre les gens dépendants de vous. La clé de l'indépendance est de se rendre indispensable. Plus les autres dépendent de vous, plus vous êtes libre. Le comte de Carmagnola, malgré son efficacité militaire, a été exécuté par Venise pour la même raison. Il n'était plus nécessaire. Bismarck, en revanche, s'est rendu indispensable aux rois Frédéric et Guillaume, ce qui lui a permis de maintenir son pouvoir et son influence. Si vous voulez maintenir votre indépendance et votre pouvoir, il est crucial de développer des compétences uniques et indispensables. Michel-Ange, par exemple, était si essentiel pour le pape Jules II qu'il jouissait d'une grande liberté malgré la pression de l'Église. Rendre les autres dépendants de vous, c'est la meilleure façon d'assurer votre position et de rester au sommet. Loi numéro 11 et 12. Utilisez l'honnêteté sélective et la générosité pour désarmer la victime. L'honnêteté est une arme puissante lorsqu'elle est utilisée de manière stratégique. Un geste sincère et honnête peut couvrir une multitude de tromperies. Par des actes d'honnêteté et de générosité, vous pouvez désarmer même les individus les plus méfiants. Une fois leur confiance acquise, ils seront plus faciles à manipuler. En 1926, Victor Lustig, célèbre escroc, a convaincu Al Capone, l'un des gangsters les plus redoutables de l'époque, de lui prêter 50 000 $. Lustig n'a jamais touché cet argent et 2 mois plus tard, il est retourné voir Capone pour s'excuser de l'échec du plan en lui rendant la somme intacte. Impressionné par cette apparente intégrité, Capone lui a donné 5 000 $ comme récompense, montant que Lustig visait depuis le début. Lustig savait que la sincérité apparente peut être un outil de manipulation extrêmement efficace. Loi numéro 13. Faites appel à l'intérêt personnel des gens, pas à leur pitié ou à leur reconnaissance. Pour obtenir ce que vous voulez des autres, il est plus efficace d'appuyer sur leur intérêt personnel plutôt que de compter sur leur pitié ou leur gratitude. Les gens sont généralement plus motivés par ce qu'ils peuvent gagner que par des obligations morales. Castruccio Castracani, seigneur de Lucchese, a trahi ceux qui l'avaient aidé à obtenir le pouvoir. Stefano Poggio, qui avait compté sur la reconnaissance pour sa sécurité, a été exécuté avec toute sa famille. Cet événement montre que la gratitude n'est pas une garantie de loyauté ou de sécurité.
En 433 avant Jésus-Christ, lors de la guerre du Péloponnèse, Corcyre et Corinthe ont cherché à rallier Athènes à leur cause. Corcyre a proposé une alliance d'intérêts mutuels, tandis que Corinthe a fait appel à la gratitude. Athènes a choisi l'alliance pragmatique avec Corcyre, démontrant que les intérêts personnels priment sur la reconnaissance. Loi numéro 12. Faites-vous passer pour un ami, mais travaillez comme un espion. Connaître les intentions et les faiblesses de vos rivaux est essentiel pour prendre l'avantage. Pour ce faire, l'espionnage, direct ou indirect, est une méthode puissante. En vous faisant passer pour un ami, vous pouvez recueillir des informations précieuses tout en restant sous le radar. Joseph Duveen, marchand d'art renommé, convoitait Andrew Mellon comme client. Mellon, distant et difficile à approcher, semblait inaccessible. Duveen a donc utilisé des membres du personnel de Mellon pour obtenir des informations sur ses goûts et ses intérêts. Grâce à cela, Duveen a réussi à organiser une rencontre fortuite avec Mellon et à le charmer en démontrant une connaissance parfaite de ses préférences artistiques. Il est ainsi devenu le fournisseur privilégié de Mellon. L'espionnage direct peut être risqué, mais l'espionnage social, par le biais de conversations apparemment anodines, est souvent plus sûr et tout aussi efficace. Loi numéro 15. Écrasez totalement votre ennemi. Dans l'art du pouvoir, il n'y a pas de place pour la demi-mesure. Si vous laissez un ennemi en vie, il reviendra avec une vengeance redoublée. L'histoire regorge d'exemples où la clémence a conduit à la ruine. En Chine, Xiang Yu, un puissant général, a commis l'erreur de laisser son rival Liu Pang s'échapper à plusieurs reprises par sympathie ou respect. Cette indulgence s'est retournée contre lui. Liu Pang a fini par le piéger, forçant Xiang Yu à se suicider. Xiang Yu aurait dû écouter son conseiller et éliminer Liu Pang dès que l'occasion se présentait. L'idée est claire, les ennemis ne doivent pas être épargnés. Une vipère écrasée mais laissée en vie finira par se redresser et vous mordre avec encore plus de venin. Niccolò Machiavelli l'a parfaitement exprimé. Il faut savoir que les hommes doivent être caressés ou anéantis. Ils se vengent pour de petites blessures, mais ne peuvent le faire pour de grandes. Cependant, il est parfois plus stratégique de laisser vos ennemis se détruire eux-mêmes. En guerre, offrir une voie de retraite à un ennemi acculé peut le démoraliser davantage, mais cela comporte aussi des risques. Dans la plupart des cas, l'écrasement total est la voie la plus sûre. Loi numéro 16. Utilisez l'absence pour accroître le respect et l'honneur. La présence constante peut rendre banal. Pour maintenir l'intérêt et le respect, apprenez à vous retirer au bon moment. La rareté crée la valeur, et en étant moins disponible, vous attirez l'attention et renforcez votre aura. L'histoire du troubadour Sir Guillaume de Balin en est un exemple poignant. Après avoir feint une querelle avec Madame Guilhelma de Javiac pour attiser son amour par l'absence, il a été contraint de découvrir que, bien que l'absence puisse effectivement stimuler l'amour, elle peut aussi conduire à l'oubli si elle est mal calibrée. Lorsqu'il est finalement revenu, Guilhelma avait cessé de l'attendre et refusé de le revoir. Son absence prolongée avait brisé leur lien. A l'inverse, Déiocès, un arbitre juste en Médie, a su utiliser l'absence à son avantage. Se retirant brusquement de son rôle, il a plongé son pays dans le chaos, ce qui a poussé les Mèdes à le supplier de revenir comme roi. Lorsqu'il a accepté, il a imposé des conditions, se rendant inaccessible, ce qui a considérablement accru son pouvoir et son respect. La clé ici est de savoir quand et comment se retirer. Trop de présence peut vous rendre oppressant, tandis qu'une absence bien dosée peut stimuler l'imagination et accroître l'admiration. Le soleil lui-même est plus apprécié pour sa rareté en hiver que pour son abondance en été. Apprenez à maîtriser cette dynamique. Soyez omniprésent au début pour établir votre image, puis retirez-vous pour accroître votre valeur par la rareté. Cette loi ne s'applique toutefois qu'à un certain niveau de pouvoir. Au début, il est crucial d'être visible pour établir votre réputation. Une absence prématurée peut vous faire tomber dans l'oubli. Mais, une fois votre image solidement établie, la rareté devient votre alliée la plus puissante. Loi numéro 17.
Gardez les autres dans un état de suspense et laissez-les deviner vos mouvements. Imaginez un instant que vous êtes face à un adversaire redoutable, quelqu'un qui a tout prévu, tout anticipé, qui connaît les moindres détails de votre stratégie. Il se nourrit de routine, de prévisibilité, et c'est précisément ce qui le rend fort. Maintenant, que se passe-t-il si vous brisez ce schéma, si vous devenez aussi imprévisible qu'un éclair dans un ciel dégagé? C'est là que réside la puissance de l'imprévisibilité. Prenons l'exemple fascinant du légendaire Bobby Fischer lors du championnat du monde d'échecs en 1972. Face à Boris Spassky, Fischer ne s'est pas contenté de jouer aux échecs, il a joué avec l'esprit de son adversaire. Il est arrivé en retard, a menacé d'abandonner et a même sacrifié une partie. Résultat, Spassky, pourtant un joueur exceptionnel, s'est retrouvé complètement déstabilisé, désorienté, et il n'a jamais pu retrouver son équilibre. Fischer avait compris que la clé pour prendre l'avantage n'était pas de jouer selon les règles, mais de les briser de manière imprévisible. Nous, en tant qu'êtres humains, sommes câblés pour rechercher la stabilité, la familiarité. Cela nous rassure. Mais c'est aussi une faiblesse, une faille que l'on peut exploiter. Quand vous vous montrez imprévisible, vous devenez une énigme. Vous imposez votre présence dans l'esprit de vos adversaires, les forçant à anticiper l'inattendu. C'est cette tension, cette crainte de l'inconnu qui les fait vaciller. Cependant, attention, l'imprévisibilité, comme toutes les armes puissantes, doit être maniée avec précaution. Trop d'imprévisibilité peut vous faire paraître instable ou, pire, vous isoler. Il faut savoir l'utiliser avec discernement pour terrifier sans compromettre votre propre équilibre. C'est un jeu subtil de pouvoir, un art où chaque mouvement doit être calculé, même si, en apparence, il semble désordonné. Loi numéro 18. Ne construisez pas de forteresse pour vous protéger. L'isolement est un jugement dangereux. Dans un monde où les dangers sont omniprésents, l'idée de se réfugier derrière de solides murs, de se protéger dans une forteresse, peut paraître séduisante. Après tout, quoi de plus sûr qu'une forteresse bien gardée, n'est-ce pas ? Pourtant, c'est là que réside le piège. Louis XIV, le roi Soleil, a compris l'importance de rester au cœur de l'action. En construisant Versailles, il créa non pas une forteresse pour se protéger, mais un centre névralgique de pouvoir. Entouré de courtisans, il gardait ses ennemis potentiels proches, sous son contrôle, évitant ainsi les complots qui auraient pu germer dans l'ombre. C'était une forteresse sociale où l'isolement était remplacé par une vigilance constante, entretenue par l'interaction. L'isolement peut vous offrir un moment de répit, un instant pour réfléchir et recalibrer vos stratégies, comme ce fut le cas pour Machiavel lorsqu'il écrivit Le Prince en exil. Mais cet isolement doit être temporaire. Prolongé, il devient un piège. Il vous coupe de la réalité, des informations vitales et vous rend vulnérable. Se retirer dans une forteresse, c'est se retirer du monde et c'est là que vous devenez une cible facile. Le véritable pouvoir réside dans votre capacité à naviguer au sein de la société, à tisser des alliances, à rester informé. Ce n'est pas derrière des murs que vous trouverez la protection, mais dans le cœur des gens, dans les réseaux que vous tissez et dans les interactions que vous cultivez. Loi numéro 19. Sachez avec qui vous avez affaire, ne blessez pas la mauvaise personne. Imaginez que vous entrez dans une pièce remplie de gens que vous ne connaissez pas bien. Vous vous avancez, échangez des plaisanteries et tout semble aller pour le mieux. Mais que se passe-t-il si, sans le savoir, vous avez insulté la personne la plus rancunière de la salle? Quelqu'un qui ne pardonne jamais, qui nourrit sa colère jusqu'à ce qu'elle devienne un désir insatiable de vengeance. Voilà pourquoi il est crucial de savoir à qui l'on a affaire avant de faire un faux pas. Le monde est peuplé de personnes aux tempéraments divers. Il y a l'homme arrogant qui réagira de manière disproportionnée à la moindre offense. L'homme insécure qui n'attaquera jamais frontalement mais grignotera votre force peu à peu. Il y a Monsieur Suspicion qui voit des complots partout et le serpent à la longue mémoire qui n'oublie jamais un affront. Tous ces personnages ont une chose en commun. Ils peuvent devenir des adversaires redoutables si vous les offensez. Prenez l'histoire de J. Frank Norfleet, un homme escroqué par Joe Furet en 1920. Au lieu de se résigner, Norfleet consacra 5 années de sa vie à traquer et à faire arrêter Furet.
Il était animé par un désir implacable de justice, de revanche. Ce qui semblait être une petite victoire pour Furet s'est transformé en un cauchemar prolongé parce qu'il avait sous-estimé la résilience de sa victime. Avant d'agir, prenez le temps de comprendre qui se trouve en face de vous. Étudiez leurs faiblesses, leurs sensibilités, leur histoire. Ne vous fiez pas aux apparences. Même la personne la plus insignifiante peut devenir un ennemi dangereux si elle se sent méprisée. Loi numéro 20. Ne vous engagez pas envers qui que ce soit. Restez indépendant pour mieux contrôler. Maintenant, parlons de l'engagement. Dans un monde où tout le monde cherche à vous enrôler dans sa cause, à vous faire choisir un camp, il est crucial de maintenir votre indépendance. Pourquoi ? Parce que dès l'instant où vous vous engagez, vous perdez une part de votre pouvoir, de votre liberté d'action. Prenez la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. Montée sur le trône en 1558, elle devint le symbole de l'indépendance royale. Ses prétendants étaient nombreux et les alliances potentielles alléchantes, mais elle ne céda jamais. En jouant la Reine Vierge, elle laissait chacun espérer sans jamais se décider, utilisant cette incertitude pour renforcer son pouvoir. Tant qu'elle restait célibataire, elle restait maîtresse du jeu, contrôlant les enjeux politiques à son avantage. La leçon ici est claire. En gardant vos distances, en refusant de vous engager, vous conservez votre autonomie. Cela vous permet de jouer les autres les uns contre les autres, de les laisser se battre pendant que vous attendez patiemment que la situation soit à votre avantage. Cependant, comme toute stratégie, celle-ci a ses limites. Trop de manipulation peut se retourner contre vous si les parties que vous jouez contre l'une l'autre se liguent. Si vous faites attendre trop longtemps ceux qui vous courtisent, vous risquez de susciter leur méfiance ou leur désintérêt. La clé est de maintenir un équilibre délicat. Restez indépendant tout en laissant les autres croire qu'ils peuvent vous gagner à leur cause. Vous devez toujours avoir une option de sortie, un moyen de vous désengager avant que les choses ne deviennent trop risquées. Loi numéro 21. Faites semblant d'être idiot, semblez plus bête que votre cible. Imaginez-vous dans une salle remplie de gens qui tous pensent être les plus intelligents. Personne n'aime se sentir dépassé, surtout pas par ceux qu'ils jugent inférieurs. C'est précisément là que réside la clé de cette loi. Faites en sorte que les autres se sentent plus intelligents que vous. Et une fois qu'ils sont convaincus de leur supériorité, ils n'imagineront jamais que vous pourriez les manipuler. Cette technique a été utilisée par de grands stratèges comme Bismarck. Lors d'une partie de cartes avec un négociateur autrichien, il joua les idiots, fit semblant d'être imprudent et poussa ainsi son adversaire à signer un traité favorable à la Prusse. Bismarck avait compris que paraître plus idiot que vous ne l'êtes peut vous donner un avantage décisif. L'un des secrets de cette loi est de jouer avec l'ego des autres. Plus vous faites croire à quelqu'un qu'il est plus intelligent, plus il abaissera sa garde. C'est une leçon aussi vieille que le monde, illustrée par la stratégie chinoise de se déguiser en porc pour tuer le tigre. Si vous passez pour inoffensif, pour plus idiot que vous ne l'êtes, vous deviendrez invisible aux yeux de vos ennemis, qui ne se méfieront jamais de vous. Mais attention, cette stratégie demande de la finesse. Si les gens découvrent que vous êtes plus intelligent que vous ne le paraissez, ils pourraient se sentir trompés. Il est donc crucial de trouver un équilibre. Minimisez votre intelligence sans jamais paraître totalement incompétent. Et surtout, sachez quand révéler vos véritables capacités pour imposer votre autorité quand cela est nécessaire. Loi numéro 22. Utilisez la tactique de la capitulation. Transformez la faiblesse en pouvoir. Quand on est confronté à une force supérieure, notre instinct nous pousse souvent à résister, à défendre notre honneur coûte que coûte. Mais parfois, le véritable pouvoir réside dans l'acte de se soumettre. Capituler ne signifie pas se rendre pour de bon, mais plutôt adopter une stratégie temporaire pour mieux rebondir plus tard. Regardons la fable du figuier et du châtaignier de Léonard de Vinci. Le figuier souple et docile se moque du châtaignier rigide qui subit la violence des hommes. Parfois, la soumission apparente peut vous éviter des coups brutaux. C'est une leçon que beaucoup ont ignorée, souvent à leurs dépens. Prenons le cas des Méliens en 416 avant Jésus-Christ. Refusant de se soumettre à Athènes, ils furent anéantis. Leur résistance, certes honorable, était futile face à la puissance athénienne. En choisissant la capitulation, ils auraient pu survivre, saboter leurs oppresseurs de l'intérieur et préserver leur peuple.
Leur erreur a été de se battre pour l'honneur plutôt que de jouer la carte de la ruse. La capitulation stratégique permet de gagner du temps, de déjouer l'ennemi en lui faisant croire qu'il a gagné. C'est la tactique du roi Goujian de Yue qui, après sa défaite, se soumit à son vainqueur pour préparer secrètement sa vengeance. Des années plus tard, il renversa son oppresseur avec une stratégie parfaitement orchestrée. Capituler, c'est retirer à l'ennemi l'excitation de la victoire. C'est le déstabiliser en lui enlevant sa raison de se battre. Mais il ne faut jamais confondre cette stratégie avec une véritable reddition. Il s'agit de rester ferme intérieurement tout en se soumettant extérieurement. C'est un art délicat où chaque geste compte. La reddition n'est qu'une étape vers la reconquête du pouvoir. En cédant intelligemment, vous vous placez en position de force pour riposter au moment opportun. Ne combattez pas des batailles que vous ne pouvez pas gagner. Attendez, planifiez et retournez la situation en votre faveur. Loi numéro 23. Concentrez vos forces. Dans un monde rempli de distractions et d'opportunités, il est tentant de disperser ses efforts dans toutes les directions. Mais pour atteindre la grandeur, il faut savoir concentrer ses forces sur un objectif précis. Comme une flèche qui ne peut atteindre qu'une seule cible, vos efforts ne doivent pas se dissiper. Prenons la fable de l'oie et du cheval. L'oie, fier de sa capacité à marcher, voler et nager, se moque du cheval, qui ne sait qu'exceller dans la course. Mais le cheval réplique qu'il vaut mieux être excellent dans un seul domaine que médiocre dans plusieurs. Cette fable nous enseigne une vérité simple. La concentration mène à la maîtrise et la maîtrise mène à l'excellence. À l'opposé, regardons la famille Rothschild. Ils ont bâti un empire financier en concentrant leurs efforts sur une seule source de pouvoir. Plutôt que de se disperser, les Rothschild ont gardé leurs affaires en famille et ont exploité une seule mine de richesse jusqu'à la moelle. Cette stratégie de concentration les a rendus puissants et a assuré leur influence à long terme. La leçon ici est claire, dans un monde plein de tentations pour s'éparpiller, il est crucial de rester concentré sur un seul but. La dispersion peut affaiblir votre position alors que la concentration amplifie votre pouvoir. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer toutes les autres opportunités, mais plutôt que vous devez être stratégique dans la manière dont vous répartissez vos efforts. Loi numéro 24. Jouez le parfait courtisan. Naviguer dans le monde du pouvoir, c'est comme évoluer dans une cour royale où chaque geste, chaque parole peut avoir des conséquences profondes. Le parfait courtisan sait comment manipuler les apparences, flatter subtilement et maintenir une position d'influence sans jamais en faire trop. Historiquement, la cour était un lieu de pouvoir, où les plus grands courtisans étaient souvent plus influents que les rois eux-mêmes. Ils maîtrisaient l'art de plaire sans paraître trop ambitieux, de se faire remarquer sans attirer l'envie. Ces leçons de la cour sont toujours pertinentes aujourd'hui. Pour exceller dans ce rôle, il y a des règles à suivre. D'abord, évitez l'ostentation. Laissez les autres parler d'eux-mêmes pendant que vous restez modeste. Faites en sorte que vos talents semblent naturels, comme si vous n'aviez même pas à faire d'efforts pour les montrer. Flattez vos supérieurs, mais faites-le avec une telle subtilité qu'ils ne réalisent même pas que vous les flattez. Ensuite, adaptez-vous à votre environnement. Changez votre manière de parler et d'agir selon votre interlocuteur, tout en maintenant une distance respectueuse avec ceux qui sont au pouvoir. Ne critiquez jamais directement vos supérieurs et ne vous liez pas d'amitié avec eux. Vous devez rester à la fois proche et distant, visible mais insaisissable. Un parfait exemple de ce savoir-faire est Louis XIV, qui fut habilement flatté par son architecte Jules Mansart. En nourrissant la vanité du roi, Mansart s'est assuré une position privilégiée. Le parfait courtisan est celui qui sait jouer avec finesse, qui charme tout en restant discret, qui manœuvre sans éveiller de suspicion. En suivant ces lois, vous pouvez naviguer avec succès dans les cercles de pouvoir, tout en évitant les pièges de l'ambition trop évidente. Loi numéro 25. Réinventez-vous. Dans une société qui aime vous cataloguer, vous étiqueter, il est essentiel de ne pas vous laisser enfermer dans les rôles que l'on vous assigne. La véritable puissance réside dans la capacité à se recréer, à forger une nouvelle identité qui capte l'attention, intrigue et impose le respect. Jules César, en 65 avant JC, comprenait cela mieux que quiconque.
Il s'est fabriqué une image de leader charismatique en organisant des spectacles grandioses et en se plaçant toujours au centre de l'attention. Qu'il soit sur le champ de bataille ou en politique, César ne laissait rien au hasard. Sa capacité à se mettre en scène a fait de lui une figure quasi divine. Pour vous recréer, vous devez être conscient de l'image que vous projetez. Prenez le contrôle de votre apparence, de vos émotions, et apprenez à les ajuster en fonction des situations. Créez un personnage mémorable, un qui se démarque du reste et qui capte l'attention de ceux qui vous entourent. Soyez comme Proté, le dieu grec de la mer, capable de changer de forme à volonté. Apprenez à jouer plusieurs rôles selon les circonstances, tout en gardant le contrôle sur l'image que vous projetez. Mais attention, n'allez pas trop loin dans la théâtralité. Un mauvais théâtre peut se retourner contre vous. L'art de se recréer est une question de subtilité et d'équilibre.